Bonjour, donc dans la vidéo suivante, on va parler de la chute libre. Avant de suivre cette vidéo-là, notion préalable, être en mesure de résoudre un problème de cinématique à un seul objet. Donc on n'a pas besoin d'aller à deux objets, là. Un seul objet va être suffisant. Objectif, résoudre un problème de cinématique dans une situation particulière de chute libre. Alors, qu'est-ce qu'une chute libre? Bien, toute particule qui est libre de tomber, hein, comme son nom le dit, là, elle n'est pas retenue, elle n'est pas freinée, qui est libre de tomber ou de monter, est en chute libre. Alors, oui, c'est un petit peu contre-intuitif. Une particule peut être en train de monter et quand même être en chute libre. On va regarder quelques exemples. On a des enfants qui sautent sur une trampoline. Donc, qu'ils montent ou qu'ils descendent, peu importe, du moment où ils ne touchent pas à la trampoline, donc tant qu'ils sont dans les airs et qu'ils ne touchent pas à la trampoline, ils sont en chute libre, qu'ils montent ou qu'ils descendent. Quelqu'un qui fait du bungee, ben, tant que son élastique n'est pas tendu, on peut dire qu'il est en chute libre. À une certaine hauteur, son élastique va commencer à se tendre, donc il ne sera plus en chute libre. Le bungee va aussi faire remonter la personne, donc l'élastique va se tendre, la personne va remonter. Donc, pendant que la personne remonte, l'élastique est détendu. C'est également une chute libre, même si la personne remonte. L'enfant qui saute à la corde, donc tant qu'il est dans les airs, qu'il monte ou qu'il descende, il est en chute libre. Et les gouttes d'eau sur la fontaine, ben les gouttes d'eau sortent à peu près ici, font une trajectoire qui ressemble à ça. Donc, ils montent, arrivent en haut, après ça, ils redescendent. Donc, pendant tout ce trajet-là, ils sont en chute libre jusqu'à ce qu'ils touchent la surface de l'eau. Voici deux exemples de mouvements qui ne sont pas des chutes libres. Ben, revenons à l'exemple de la trampoline. Quand on touche à la trampoline, ce n'est plus une chute libre. C'est pas long le moment où on touche à la trampoline pendant qu'on saute. On est plus souvent dans les airs qu'en contact avec la trampoline, mais au moment où on est en contact avec la trampoline, ce n'est pas une chute libre. Les parachutistes, donc il y a beaucoup de force de résistance de l'air sur leur parachute. Ils ne sont pas en chute libre et en fait les parachutistes, justement, ils vont tomber à vitesse à peu près constante, là. Donc la résistance de l'air ici fait en sorte que l'on n'est plus dans une situation de chute libre. Alors, tout objet qui est en chute libre, et je vous rappelle, une chute libre, ça peut être un objet qui monte, qui est arrêté au sommet de sa trajectoire ou qui descend. Tout objet en chute libre est soumis à une accélération dirigée vers le bas et de module 9,8 mètres par seconde carré. On se rappelle que l'accélération, c'est un vecteur, donc j'ai besoin de préciser un module, donc ici 9,8, et une orientation, donc vers le bas. Voici nos deux amis qui sautent sur la trampoline. Donc, on ne sait pas s'ils sont en train de monter ou de descendre. On ne sait pas s'ils sont arrêtés au sommet de leur trajectoire, mais ça n'a aucune importance parce que peu importe qu'ils montent, qu'ils soient arrêtés au sommet ou qu'ils descendent, ils ont une accélération vers le bas de 9,8 mètres par seconde carré. On appelle cette accélération accélération gravitationnelle et elle est désignée par G. Donc G, la constante gravitationnelle, vaut 9,8 mètres par seconde carré. Il n'y a pas de moins là. C'est un plus ici. Donc c'est une valeur positive. G, c'est égal à plus 9,8 mètres par seconde carré. Les équations qui vont nous permettre de décrire la chute libre, ben, on va partir de nos équations de la cinématique. Les équations de la cinématique avaient déjà été vues précédemment là, dans d'autres capsules. Donc, on avait 4 équations de la cinématique. Comment on va faire pour arriver aux équations de la chute libre? Ben, premièrement, on va faire un petit changement cosmétique. Ça ne va rien changer à la mécanique des équations, c'est vraiment juste cosmétique.
Donc, quand on a des x, ça va devenir des y. Quand on a des vy, des vx, pardon, ça va devenir des vy. Puis les ax deviennent des ay. Donc, essentiellement, partout où j'ai des x, on va mettre des y. Partout où c'est horizontal, ça devient vertical. Bon, ça c'est cosmétique. L'autre changement, il est plus important, c'est que l'accélération, on la connaît en tout temps. C'est une chute libre. J'ai toujours une accélération qui est vers le bas et qui vaut g. Donc, on a ici le module g et le signe moins nous indique quoi? Bien, nous indique que l'accélération est dirigée vers les y négatifs. Et avec ces deux changements-là, j'obtiens les équations de la chute libre. Je vous les présente. Les équations, vous allez reconnaître les formes des équations qu'on avait déjà vues précédemment pour la cinématique. Alors, l'équation de la vitesse, Vy1 égale Vy0 moins G fois T. Donc, à l'endroit où on avait plus AX fois T, donc c'est devenu ici moins G parce que l'accélération, c'est 9,8 vers le bas. La variable absente, c'est delta Y. Toujours intéressant de regarder quelle variable n'apparaît pas dans l'équation. Ça va nous aider à la choisir quand on va résoudre le problème. Équation de la position. Y1 égale Y0 plus Vy0t moins 1 demi G t au carré. La variable absente, c'est Vy1. Donc la vitesse, si on veut, finale. Elle n'apparaît pas dans cette équation-là. La dernière équation, c'est le carré de la vitesse, donc Vy1 carré égale Vy0 carré moins 2G delta Y. Et la variable absente, c'est le temps. On a juste trois équations. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'équation avec la règle de Merton, la variable absente, c'était l'accélération. C'est pas du tout intéressant dans le cas de la chute libre parce que l'accélération est toujours connue. Donc, on va avoir besoin seulement de ce jeu de trois équations pour résoudre tous nos problèmes. Et rappelez-vous, donc, quand vous voyez la variable g, vous la remplacez par 9,8. Le signe moins, là, il est déjà pris en compte dans ces équations-là. Donc, g, vous le remplacez par plus 9,8. Quelques particularités du mouvement de chute libre. Ça, c'est au niveau de déterminer les données du problème. Ça va nous permettre de transférer certaines notions implicites en valeurs numériques. Par exemple, si on dit qu'un objet atteint sa hauteur maximale, automatiquement, il est à vitesse nulle. Donc, on monte, on arrive en haut, on s'arrête momentanément avant de redescendre. Donc, s'il est à sa hauteur maximale, automatiquement, vous savez que vous avez une vitesse nulle. Inversement, si vous avez à un certain moment une vitesse qui est nulle, vous savez que l'objet a atteint sa hauteur maximale. Deuxième chose, si l'objet a une hauteur nulle, donc il arrive ici, par exemple, au bas de son mouvement, il a une vitesse maximale. Et s'il y a une vitesse maximale, c'est là qu'il arrive à la hauteur la plus petite. Faites attention, des fois on a tendance à penser que la vitesse, lorsqu'on arrive au niveau du sol, la vitesse est nulle. C'est faux. La vitesse n'est pas nulle lorsqu'on touche le sol. Pensez-y, si vous sautez du bas d'un balcon, quand vous allez arriver au sol, ben oui, c'est sûr que après l'impact, vous allez atteindre une vitesse nulle, mais au moment où vous touchez le sol, votre vitesse est grande. Pensez-y avec une trampoline. Vous atterrissez sur la trampoline, il faut que la trampoline se déforme, absorbe la vitesse. Donc, au moment où vous touchez la toile, la trampoline, c'est là que votre vitesse est la plus grande. Et on va faire nos deux exemples. Le premier, ça c'est un truc que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez déterminer la hauteur d'un objet. Bon, ne pas faire cette expérience-là dans la vraie vie, hein, parce que depuis un pont qui enjambe une rivière, on lâche un caillou. Ben, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens en dessous et que votre excuse ce soit « mon prof de physique m'a dit de le faire hein. ». Donc,
Ne pas essayer dans la vraie vie, là, mais là, c'est un problème dans un cours théorique, fait qu'on peut le faire. Donc, depuis un pont qui enjambe une rivière, on lâche un caillou. Donc, on est à une certaine hauteur. On lâche un caillou et il atteint la rivière après 2,8 secondes. La question qu'on pose, quelle est la hauteur du pont? Donc, c'est un truc qu'on peut utiliser là, si on veut déterminer la hauteur d'un objet. On va regarder nos deux événements. Donc, notre premier, qu'on va appeler E0, va commencer à T0 égale 0 secondes. On va avoir ici une hauteur qui est a priori inconnue, mais on va dire qu'on a commencé à une certaine hauteur h, qui va être à calculer. La vitesse à ce moment-là, remarquez le terme utilisé, on lâche le caillou. Donc si vous lâchez quelque chose, l'objet a initialement une vitesse qui est nulle. Donc ça, c'est notre premier événement. Le deuxième, donc on va l'appeler l'événement 1, T1, ça se produit à 2,8 secondes. Bien ça, ce sera le moment où le caillou touche la rivière. Donc Y1 va atteindre 0 mètre. Donc on est rendu au niveau de la rivière. On a défini ça comme étant notre valeur de référence 0 mètre. Qu'est-ce qu'il y en est de la vitesse? Bien, elle n'est pas nulle, mais je ne la connais pas. Puis, c'est pas quelque chose qu'on nous demande de calculer. Donc, on va juste indiquer on ne la connaît pas, puis on ne veut pas non plus la connaître dans cet exercice-là. Pour ce qui est de l'accélération, AY égale moins 9,8, ou si vous voulez, moins G. Donc, il s'agit de trouver l'équation qui va nous permettre de déterminer notre valeur inconnue. La valeur inconnue, on l'a peut-être perdu de vue, là. C'est la hauteur h ici. Donc, dans nos équations, laquelle on va choisir, ben, la vitesse Vy1 n'apparaît pas dans l'équation de la position. Voyez-vous, c'est notre variable absente. Donc, on ne connaît pas cette valeur-là. On ne veut pas la calculer non plus. Alors, on va aller prendre cette équation-là pour calculer notre hauteur. Y1, c'est la hauteur à la fin, 0. Y0, c'est la hauteur au départ, plus Vy0, donc on lâche la pierre, 0 fois t, moins 1 demi fois 9,8 fois le temps, 2,8 secondes au carré. Ici, j'aurais pu mettre là, 0 fois 2,8. Ça ne change rien parce que comme la vitesse est nulle, ce terme-là tombe à 0. Donc, habituellement, ici, là, on va prendre un petit raccourci. On va écrire directement 4,9. Donc, ici, ça nous donne une hauteur de 38,4 mètres, qui est la hauteur du pont. Deuxième exemple, on va compliquer ça un petit peu. Cette fois-là, on lance un caillou vers le haut. Donc, le caillou, pour le lancer, il faut d'abord qu'on le tienne dans notre main. Ensuite de ça, on élève notre main vers le haut et à un moment donné, ben, le caillou va se mettre à monter tout seul. Donc, il quitte notre main. Alors, lorsque le caillou quitte la main pour entamer son mouvement d'ascension, il se trouve à une hauteur de 1 mètre du sol et se déplace à 2 mètres par seconde. Alors, ce qu'on a, c'est à peu près ceci. 2 mètres par seconde. Le caillou se trouve par rapport au sol à 1 mètre. On veut déterminer la hauteur maximale du caillou. Donc, le caillou va monter, 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 va s'arrêter à une hauteur maximale qu'on va appeler h. Identifions nos événements. Premièrement, qui se produit à 0 secondes. Qu'est-ce qui se produit? On a le caillou qui est à une hauteur de 1 mètre et une vitesse qui est de 2 mètres par seconde. Donc ça, c'est le départ. Ensuite de ça, on va identifier l'événement 1 comme l'événement où le caillou se trouve au sommet.
Donc, il est au sommet de sa trajectoire Y1. On est à une hauteur h. Et Vy1, comme il est au sommet, 0 mètres par seconde, parce que c'est la hauteur maximale. Donc, rappelez-vous, ça, c'est une particularité du mouvement. Lorsque la vitesse est nulle, c'est qu'on a atteint la hauteur maximale. Donc, à une vitesse nulle, qu'est-ce qui arrive? Bien, après ça, on va juste redescendre vers le bas, on va tomber. L'accélération, moins g. Remarquez que le temps n'est pas connu. Donc, est-ce qu'on nous demande combien de temps ça prend pour monter jusqu'en haut? Non. Donc, ça ici, ce sera une valeur inconnue et on n'a pas besoin de la calculer. Donc, on va pouvoir choisir notre équation en fonction de ça. La variable absente dans l'équation de la vitesse, c'est bien le temps. Donc, on ne connaît pas le temps, on ne cherche pas à le calculer. On va donc prendre cette équation-là ici pour relier nos deux événements. Alors, je ne la réécris pas au complet. Vy1 carré, c'est 0. 0 au carré, ça donne 0. Égale Vy0, donc 2 au carré, moins 2 fois 9,8 fois delta y. Bien là, le delta y, je vais vous l'écrire tout de suite, c'est y1 moins y0. Alors, y1, c'est la hauteur h. y0, on était à une hauteur de 1 mètre. Donc, au départ du mouvement. Alors, on va aller directement isoler la hauteur, donc h égale 1,2 mètres. Donc, ça ici, c'est la hauteur maximale. Donc, on était déjà à 1 mètre. Donc, mon schéma n'était pas tout à fait à l'échelle. La balle, supposons que le sol est ici, la balle commence son mouvement d'ici et va monter d'à peu près 20 cm. Et ensuite de ça, elle va redescendre. Donc, on partait à 1 mètre et on va monter jusqu'à 1,2 mètres. Donc, ça ne monte pas beaucoup là, par rapport à la hauteur qu'elle avait au départ. Question B. Toujours la même situation. Maintenant, on veut connaître le temps de vol. Donc, le temps de vol, c'est le temps écoulé entre le moment où le caillou part et atteint le sol. Nos deux événements vont être le suivant. Donc, on avait l'événement 0. Donc, on partait à Y0, on avait 1 mètre. Vy0, 2 mètres par seconde. Donc, ça, c'était notre événement 0. Et l'autre événement, on va aller directement au moment où la balle touche le sol. Donc, pour la situation B, E1, notre événement ici, va se produire à un instant que je cherche à calculer. Donc, c'est mon inconnu à calculer. La hauteur Y1, on est rendu au niveau du sol, on est à 0 mètre. Par contre, la vitesse, je ne la connais pas. Rappelez-vous, quand on arrive au niveau du sol, c'est là que la vitesse est maximale. Donc, on a un gros impact au niveau du sol. On arrive vite au niveau du sol. Je ne connais pas le module de cette vitesse-là. Et remarquez que la question ne me demande pas de le calculer non plus. Et enfin, entre les deux, l'accélération est égale à moins g. On va aller choisir notre équation en fonction de la variable absente. Donc la vitesse Vy1, je n'ai pas besoin de la calculer, je ne la connais pas. On va donc aller prendre l'équation de la position. Alors, on va relier nos deux événements. Je ne vais pas réécrire l'équation au complet. On va réécrire seulement les chiffres. Donc Y1, 0. Y0, 1 plus Vy0 fois T. Donc 2 fois T moins une demi-G. Une demi fois 9,8, c'est 4,9 fois T carré. Donc, il ne reste plus qu'à isoler pour le temps dans cette équation-là. Donc, ça nous donne une petite formule quadratique. 0 égale 1 plus 2t moins 4,9 t carré.
On va utiliser l'équation de la formule quadratique. Donc, moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Et ça nous donne deux solutions. Donc, l'équation quadratique, on a toujours, la plupart du temps, on a deux solutions. Donc, on a moins 0,3 secondes. Et la deuxième solution est la suivante, t égale, oups, je l'ai écrit deux fois, t égale 0,7 secondes. Donc, évidemment, celle-là est à rejeter parce que le temps ne peut pas être négatif. La balle commence son mouvement à t égale 0 secondes. On ne peut pas donc accepter une solution qui est négative dans cette situation-là. Donc, la réponse va être ici 0,7 secondes pour le temps de vol de la balle. Et je termine avec la question C, sa vitesse lorsqu'elle touche le sol. Je vais utiliser les mêmes événements que ce que j'avais auparavant. Donc, événement 0, la balle part. Événement 1, la balle touche le sol. Cependant, je connais maintenant le temps auquel ceci se produit. Donc, ça s'est passé à 0,7 secondes. Je pourrais aussi, tout simplement, oui, j'ai trouvé le temps, mais je pourrais ne pas m'en occuper. Je pourrais retrouver la vitesse avec cette équation-là aussi. Donc, je vais aller sur cette page-là ici. On va prendre l'équation du carré de la vitesse. Alors, même si j'ai trouvé le temps, j'ai une équation qui me permet de trouver la vitesse sans avoir besoin de trouver le temps. Donc, c'est intéressant. Si jamais je me suis trompé dans mon calcul pour le temps, ça n'affectera pas ma réponse ici. Donc, l'équation est la suivante. Vy1 carré, ça c'est ce que je cherche à calculer, la vitesse lorsqu'on touche le sol, égale Vy0 carré, donc 2 au carré, moins 2 fois 9,8 fois le delta y, la différence de hauteur. Donc, c'est y1 moins y0. Alors, y1, c'est lorsqu'on arrive au niveau du sol, on est à 0 mètre. Et y0, c'est lorsque la balle commence son mouvement, on est à 1 mètre. Donc, on a Vy1 égale plus ou moins 4,9 mètres par seconde. Pourquoi j'ai un plus ou moins? Parce que j'ai dû prendre la racine carrée de tout ça pour avoir la vitesse. Alors, ça me donne deux valeurs possibles. Laquelle je vais prendre? Bien là, rappelez-vous que la balle, son mouvement, elle monte et quand elle arrive vers le bas, sa vitesse est orientée par où? Elle est orientée vers le bas. Alors, je vais donc prendre dans cette situation-là le signe négatif, donc moins 4,9 mètres par seconde. Et qu'est-ce qu'il m'indique, le signe négatif? Il m'indique que la vitesse est vers le bas. Donc, comme on nous a demandé la vitesse, lorsqu'elle touche le sol, ce qu'on veut comme réponse, c'est un vecteur. Donc, je vais devoir donner un module et une orientation. Donc, je peux dire que la vitesse, par exemple, c'est 4,9 mètres par seconde vers le bas. Ou encore, je pourrais dire Vy1 égale moins 4,9 J mètres par seconde. Okay? Donc, c'est deux manières de répondre à cette question-là. En terminant, je fais une petite parenthèse. Remarquez que je ne suis pas allé calculer le temps que ça prend pour monter et ensuite le temps que ça prend pour descendre. Je suis passé directement de là à là. Donc, mes équations ont passé directement de ce point-là jusqu'à celui-là sans passer par le sommet de la trajectoire. Donc, je peux faire ça quand on a une chute libre. L'accélération est toujours constante tout le long de la chute libre. Alors, vous pouvez relier n'importe quel point de votre trajectoire, vous pouvez relier n'importe quel événement de la chute libre avec les équations de la cinématique. Donc, je n'ai pas besoin d'aller trouver le temps que ça prend pour monter
plus le temps que ça prend pour descendre. J'ai juste besoin de partir du début du mouvement. Le deuxième événement, c'est lorsque ça touche le sol. Je calcule le temps écoulé entre les deux. C'est beaucoup plus court. Ça vous sauve une étape de calcul. Alors, c'est terminé. Merci.